Monsieur Todt, bienvenue d'abord. Merci beaucoup. Voilà, donc moi, j'ai un très grand plaisir de vous revoir parce que nous, Pareil. Pareil, voilà. Donc on ne va pas cacher à ceux qui nous regardent que nous, on se connaît. On se connaît en fait de deux débats déjà qui ont fait des étincelles, disons. On était ensemble à Washington en 2013, en pleine crise financière, et on a déjà discuté sur en fait l'euro et le dysfonctionnement de l'euro. Et on était à Paris en 2012, je pense, dans une émission de télé qui a fait aussi des étincelles, parce que justement, c'était aussi la crise de l'euro et vous avez contesté l'industrie allemande qui, en fait, était rude avec l'industrie française dans le cadre de l'euro. Mais bon, on va recommencer à zéro aujourd'hui parce qu'on va... La situation historique a beaucoup évolué. Voilà. Et moi avec. Voilà, j'espère moi aussi. Donc, on se retrouve en fait quelques 12 ans après qu'on a fait connaissance. Donc, j'ai peu besoin de vous introduire. Vous êtes un historien et un anthropologue très, très, très connu. Vous avez écrit en 1976, et c'est ça qui est souvent cité, un petit essai où vous avez annoncé justement que l'Union soviétique allait s'écrouler et vous avez basé ça sur des statistiques de naissance. Hein. Et donc en fait, quelques 14 ans après, vous avez eu raison et puis ça c'est un de vos parcours. Donc en fait, vous êtes un anthropologue et un historien qui travaille beaucoup avec la famille, la configuration familiale. Vous basez sur ces statistiques de la famille, natalité surtout, mais aussi les strata sociologiques, c'est-à-dire l'éducation. Vous basez en fait un regard sur les sociétés. Donc en fait, vous avez fait ça dans ce livre pour les spectateurs. En fait, ça c'est pas un livre trivial sur les relations de l'Occident ou le déclin de l'Occident. C'est un livre qui est nourri par beaucoup de chiffres et en fait, Monsieur Todt revient exactement à ce qu'il a fait en 1976, c'est-à-dire de décrire le déclin européen, mais aussi américain, de l'Ouest en fait, avec des statistiques sur la natalité, sur la promotion des ingénieurs, sur la famille, sur les archétypes familiales, et donc pour expliquer l'érosion des sociétés européennes. Et donc là, on va commencer parce qu'en fait, vous amenez tous ces chiffres, et c'est ça qui est la nouveauté sur ce livre, et je signale à tous les spectateurs, achetez ce livre, parce que si ce livre en allemand, dans sa version allemande, serait dans les écoles ou les rédactions en Allemagne, je pense qu'on aura une autre vue sur la guerre avec l'Ukraine, mais aussi une autre vue sur nous-mêmes. C'est ça, en fait, le contenu du livre qui nous ouvre une autre vue sur nous-mêmes. Donc, en fait, pour commencer, votre grande thèse, en fait, c'est l'Ouest est en déclin. En fait, vous dites que l'Ouest a une espèce d'attitude suicidale et que la guerre est en fait la phase finale d'un Ouest qui est complètement erroné, qui prétend d'être encore en démocratie libérale, mais qui est loin d'être en démocratie libérale, et que ce Ouest, en fait, a un moment suicidal, c'est-à-dire de se précipiter dans ce mouvement de guerre parce qu'il ne sait pas faire d'autre. Hein? Vous voulez expliquer, élaborer là-dessus? Oui, c'est le concept central du livre, finalement, vient de l'importance que j'accorde à la décomposition religieuse dans l'histoire récente, puisque, comme d'autres historiens ou sociologues français, je pense que la religion est la matrice de la vie idéologique et politique des sociétés. Et donc je distingue 3 stades dans l'évolution religieuse. Le stade actif, où les gens sont croyants, pratiquants. Un stade zombie, où les gens ne sont plus croyants, ne sont plus pratiquants, mais où la religion a été remplacée par des idéologies de substitution dont les valeurs fondamentales ne sont pas si différentes. Donc, par exemple, les gens ne sont plus protestants ou catholiques, mais ils vont se mettre à croire en l'importance de la nation, ou de la social-démocratie, ou du communisme, ou du libéralisme, version anglaise ou française. Mais les valeurs qui régulent la vie des individus, des familles, la moralité, ne sont pas si différentes de celles du passé. Et d'ailleurs, par exemple, dans un pays comme la France, l'Église catholique et l'Église communiste se ressemblaient beaucoup à une certaine époque. Et puis, il y a une troisième phase, qui est la phase qu'on vit actuellement,
qui est celle que j'appelle phase de la religion zéro, dans lequel même ces formes héritées, ces structures mentales héritées de la religion n'existent plus et où l'individu est seul, isolé, en fait. Et ce que je dis, c'est que je ne suis pas moralisateur du tout, hein. Je n'ai pas de message religieux à délivrer. C'est très important de dire ça. Je ne suis pas l'un de ces chrétiens qui disent c'est affreux. Je dis c'est comme ça. C'est tout à fait autre chose. Et donc, dans cette ambiance de vide, l'individu reste un être humain, avec le problème de la condition humaine, dans le vide. Et souvent, on passe de cette situation de vide à une sorte, par un phénomène de vertige, une déification du vide, en fait. C'est ce qui mène au nihilisme, qui est une sorte qui mène à une volonté de destruction des choses, des hommes, de la réalité même. C'est plus important. C'est pour ça que je prends comme indicateur de cet état zéro, c'est un peu bizarre, mais je suis anthropologue, donc le mariage est important pour moi. Je prends le mariage pour tous, sur le mariage entre personnes de même sexe, comme un indicateur de la disparition complète des structures anciennes, puisque le mariage entre un homme et un homme, entre une femme et une femme, n'a aucun sens au regard des traditions religieuses. Et au-delà de ça, je prends... Alors ça, j'ai pas d'objection du tout, hein. Moi, je suis un Français libéral de mon époque. Les gens font ce qu'ils veulent, hein. Je suis vraiment pas... Je veux dire, l'homosexualité à ma bénédiction, personnellement. Il n'y a pas de problème. Par contre, le phénomène transgenre, c'est-à-dire l'idée qu'un homme puisse devenir une femme ou une femme un homme, ça, c'est tout à fait autre chose pour moi. Et ça, je le prends comme indicateur... non pas de l'état zéro, mais du nihilisme, parce que c'est une négation de la réalité. Et c'est d'ailleurs très intéressant, parce que sur le phénomène transgenre, je dirais que la science et l'Église sont d'accord, c'est pas possible. D'accord, je vois très bien. Pour le spectateur, peut-être pour décortiquer un peu votre livre. Hein. Il y a plusieurs chapitres, donc déjà, je confirme, ce livre est absolument neutre dans le sens que il n'y a pas de tenue morale. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une description, des descriptions, ça décrit le protestantisme, les achèvements du protestantisme, c'est-à-dire l'égalité dans la société, les strata sociologiques, la formation, l'éducation, tout cela. Et donc, M. Todd, dans ce livre, il décrit d'abord l'entrée dans le livre, c'est l'Ukraine, pour décrire, et ça, c'est déjà, je trouve, un très grand achèvement, de décrire l'Ukraine, qu'est-ce que c'est l'Ukraine, la société ukrainienne, les villes ukrainiennes, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers 10 ans, pour mieux comprendre comment cette guerre a pu arriver. Hein. Après, on va donner un aperçu. Après, il y a un chapitre sur qu'est-ce que c'est l'Ouest, hein, c'est un peu décortiquer l'Allemagne, le rôle central, la société allemande, un peu sur l'Angleterre, mais après vous passez essentiellement aux États-Unis et vous décortiquez en gros sur plusieurs paramètres que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire transgender, mais aussi le mariage, le mariage intrasexe. Vous donnez en fait l'exemple que on est, comme vous l'appelez, dans un stade de religion zéro, c'est-à-dire la croyance s'est évaporée et la superstition d'une croyance de société qui tient la société ensemble s'est évaporée d'une certaine manière. Oui. C'est-à-dire, sans laisser des individus dans toutes les sociétés, pareil, hein, dans tous les États, des individus qui en fait n'ont plus de paramètres d'orientation morale, qui peuvent tout faire sur la superficie, qui sont très libérales, qu'on peut tout faire, mais où, et là vous faites deux relations, si je comprends bien votre livre, où il y a une relation entre cette perte de morale et en fait une société qui est dirigée par l'argent, surtout aux États-Unis. Donc en fait, vous faites une combinaison entre la religion zéro, comme vous l'appelez, et une Amérique surtout qui est passée en ce que vous appelez oligarchie libérale. C'est-à-dire que plusieurs processus, c'est-à-dire que l'accumulation des stratas d'éducation très hautes ont rompu avec la promesse égalitaire. La promesse égalitaire des sociétés a permis la démocratie, puis après,
on est monté en oligarchie et aujourd'hui, l'égalitarisme dans les sociétés se sont évaporés, comme bien aussi les valeurs qui vont avec. Et donc, du coup, on trouve une société atomisée qui ne court derrière l'argent, qui n'a aucun autre paramètre, qui n'a pas d'idée d'elle-même. C'est ça aussi que vous écrivez, oui. et qui en fait produit une Washington où en fait le contact de la proximité est la seule chose qui est projetée sur la stratégie mondiale. Oui, mais absolument exact. Simplement, ma vision de l'Occident et même jusqu'à la Russie est aussi terriblement organisée par mon travail d'anthropologue sur les structures familiales. C'est-à-dire que dans ce livre, c'est la religion qui est centrale et le déclin religieux. Ça, je peux l'appliquer à toutes les sociétés, y compris la Russie, malgré ce que dit Poutine sur l'orthodoxie. Je pense que la Russie est tout à fait en état de religion zéro aussi. Mais moi, j'ai travaillé sur les structures familiales des diverses sociétés paysannes qui sont très diverses. Donc, par exemple, en Russie, il y avait un système familial communautaire, le père, ses fils, avec des variables d'autorité, d'égalité. En Allemagne, comme au Japon, d'ailleurs, il y avait ce qu'on appelle la famille souche, c'est-à-dire un système linéaire avec le plus souvent une prédominance du fils aîné dans les transmissions d'héritage. En Allemagne, c'est d'autant plus fort qu'on va vers l'est du pays, en fait, ce système. En France du Nord, un système individualiste égalitaire, la famille nucléaire. En Angleterre, un système nucléaire individualiste sans règle d'égalité. Et en fait, je peux traiter le monde avancé comme très divers aussi sur le plan des valeurs. Et l'extinction religieuse va produire des choses différentes. Donc, par exemple, en Russie, il y a des traces de mentalité communautaire qui ont permis la survie d'une conception nationale, ce qui explique en fait la stabilité du régime Poutine. C'est plus le communisme, mais il y a quelque chose qui reste. De même en Allemagne, il y a quelque chose qui reste, à commencer par l'industrie allemande. Vous appelez ça das Maschinendeutschland, donc oui, c'est-à-dire que l'Allemagne, je ne sais pas quelle est la conscience d'elle-même qu'a l'Allemagne, mais il y a une société allemande, ça n'est pas l'individu seul. Il y a un phénomène d'intégration qui explique pourquoi l'Allemagne, dans la globalisation, a résisté quand même d'une certaine manière, et on ne peut pas parler d'un individualisme absolu en Allemagne. En France, du bassin parisien, ça c'est autre chose, là, parce que là, on a la famille nucléaire et on est plus proche du rien. Mais l'égalitarisme est quand même une structure, en fait. Les Français sont quand même, ça paraît bizarre de dire ça, parce qu'on dit toujours, d'habitude, l'égalitarisme, c'est plutôt du désordre, mais dans le contexte actuel de religion zéro, c'est quand même quelque chose qui régule les rapports entre individus. Dans le monde anglo-américain, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il n'y avait pas de règle d'héritage égalitaire, il y a famille. Et c'est pour ça que c'est dans le monde anglo-américain. Je dis anglo-américain parce que c'est pas seulement l'Amérique pour moi, c'est l'Angleterre aussi. C'est là qu'on a les manifestations de désintégration sociale les plus avancées. C'est-à-dire, c'est là qu'apparaît cette préférence, cette sortie de la réalité, cette préférence pour la guerre. Et moi, l'une des choses que je pressens, en fait, je dis bien, je décris deux Occidents, hein, une Europe continentale, et puis il y a le monde anglo-américain. Et l'un des problèmes qui est posé dans cette guerre, c'est la continuation de cet Occident en tant qu'unité. Parce que quand on parle de l'Occident, les gens croient qu'ils parlent d'un truc culturel, mais en fait, ils parlent de l'OTAN, du système de pouvoir américain. Voilà. Une petite confusion là. Voilà. Ben, on va creuser là, parce qu'en fait, encore pour les spectateurs, mais ce livre est d'autant plus intéressant qu'il ne s'agit pas d'une espèce de géostratégie, Poutine le mauvais, qu'on compare à Hitler, et les Américains, et l'Ouest qui se défend, tout ce qu'on apprend dans les journaux. Donc en fait, le livre de M. Todt vous offre une analyse tout à fait opposante, d'une certaine manière, parce qu'en fait, c'est comme une X-ray, comme une, comment ça s'appelle en français, une cartographie des fonctionnements des sociétés qui, en fait, aboutissent, et c'est ça qui me semblait très intéressant, à une perte de réalité, surtout de l'Occident, ou enfin de l'Ouest, surtout côté américain. C'est-à-dire, on commence donc une guerre avec une société qui se prend puissante militairement et qui découvre
découvre peu après qu'on n'a même pas des facteurs de production pour produire des patrons. Alors qu'on dirait que pour une grande industrie américaine qui peut produire, qui est superpuissance, pourquoi le fournir des patrons pour des fusées pour la guerre en Ukraine peut, se révéler un problème de cette superpuissance. Et donc là, vous en déduisez qu'en fait, les Américains ont une opinion tout à fait non réaliste d'eux-mêmes et de leur puissance. Ils ont aussi, et ça c'est très intéressant, une opinion non réaliste de Poutine, parce que tout ce qu'on aurait pu savoir sur la guerre, qu'est-ce que veut Poutine, qu'est-ce qu'il a préparé, où en est l'Ukraine et tout, on aurait tous pu savoir, mais on n'a pas regardé, mais on était partis dans une espèce je dirais presque hallucination que nous, l'Ouest, l'Occident, pourrait faire ceci et cela, et puis après, c'est assez abruti où vous arrivez avec des données qui quand même surprennent. Oui, mais vous avez par exemple des données sur la capacité des États-Unis de ne pas fournir des ingénieurs. Oui, ça pour moi, c'était le calcul le plus intéressant. Je suis un chercheur, hein, donc avant de faire ce livre, j'ai fait beaucoup de recherches. Donc pour moi, la Russie n'était pas un problème. Je suivais, comme démographe, l'évolution du taux de mortalité infantile russe, qui maintenant est plus bas que le taux de mortalité infantile américain. Je voyais la baisse du taux d'homicide, la baisse du taux de suicide. Je voyais l'obésité. Oui, j'ai tous les paramètres. Moi, je suis un statisticien. Hein. Je passe ma vie dans des annuaires statistiques. Je suis pas un grand voyageur, mais je voyage dans les annuaires statistiques, je dirais, de tous les pays. Donc, la Russie, pour moi... était stable. Était stable, mais ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont... la presse, il faut parler de la presse, hein. La presse occidentale a aveuglé les Occidentaux à la situation. Je pense beaucoup à un journal comme Le Monde, qui est quand même le journal, de référence en France. En fait, c'est le journal que lisent les élites françaises, les autres journalistes, les gouvernants. Et le Monde expliquait depuis 10, 15 ans que sous Poutine, tout s'était détérioré en Russie. Alors, ça, c'était peut-être bien pour tromper les Français. Mais les Français ne lisent pas Le Monde en général. Les gens qui ont été trompés, c'est les dirigeants français. Et au bout du compte, ça a donné, au début de l'invasion russe de l'Ukraine, notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, oui, lecteur du Monde, comme tout le monde, comme moi-même d'ailleurs, dire... Je veux dire, la fermeture de SWIFT va mettre l'économie russe à genoux. Et voilà. Simplement, donc en fait, c'est pour dire que le monde, on pourrait considérer que le monde s'est comporté comme un agent du Kremlin en aveuglant les dirigeants français à la puissance russe réelle. C'est vraiment très bizarre, en fait, ce qui s'est passé. Et donc, en fait, ce que vous faites très fort dans ce livre, c'est que vous déclinez comment l'Ouest aurait tout pu savoir, hein, par exemple que les sanctions ne marcheront pas, parce que Poutine s'est préparé, parce que ceci ou cela, parce que les Américains auraient pu savoir qu'ils ne produisent pas suffisamment des ingénieurs, des patrons et tout, alors qu'on s'est livré, presque livré dans la croissance, que c'est en 3 mouvements, on aurait vaincu la Russie, alors que nous, on est comment vous le décrivez, mais on est dans le nihilisme qui en fait est en distorsion de notre réalité, parce qu'on ne peut plus nous baser sur les faits. C'est-à-dire qu'on a poussé le nihilisme, l'Occident a poussé son nihilisme au fond, c'est-à-dire qu'il n'est pas plus capable de capter sa propre évaporisation et ses propres bases de données que vous détaillez. Par exemple, avec le 2/3 plus de population des États-Unis aux Russes, les Russes produisent 3 fois plus d'ingénieurs que les Américains, par exemple. Plus d'ingénieurs, c'est vrai. Pour moi, c'est tel que je le disais, c'est le calcul central du livre. C'est presque, une fois que je suis arrivé à ce calcul, je savais quelle allait être l'issue de la guerre. Oui, c'est parce que j'avais ce chiffre que je savais. Donc, le livre a été écrit, j'ai travaillé des années dessus, évidemment, mais le livre a été écrit au milieu de la contre-offensive ukrainienne d'il y a plus d'1 an maintenant. Donc, tout le monde disait, la presse occidentale disait, avec les plans géniaux du Pentagone, l'intelligence des soldats ukrainiens,
l'imbécilité des Russes, la victoire va revenir à l'Ukraine, à l'Occident, à tout ce qu'on veut. Et moi, j'avais mes chiffres de production d'ingénieurs et aussi les premiers rapports, quand même, il y a quelques think tanks autour du Pentagone qui avaient commencé à mesurer les réserves de matériel américain et qui commençaient à être un peu inquiets. Et donc, moi, j'ai pu écrire tranquillement mon livre, La défaite de l'Occident est certaine, etc., au moment où tout le monde disait le contraire. Mais ça, c'est l'avantage d'être un historien qui n'est pas complètement dans le présent. Vous voyez, moi, j'ai commencé... Les gens me demandent souvent pourquoi j'arrive à rester calme face à l'événement. Mais en fait, c'est parce que moi, j'ai commencé comme historien spécialiste du XVIIIe siècle. Et pour moi, le monde du XVIIIe siècle, les paysans du XVIIIe siècle sont un monde reconstitué. Ce n'est pas un truc émotionnel. Et je crois que je traite le monde actuel comme ça. C'est-à-dire, je suis dans mon bureau, j'ai des statistiques, je ne suis pas un très grand voyageur, et je reconstruis le monde comme ça. Mais finalement, ce monde reconstruit à partir de statistiques est tellement plus réel que ce qu'on trouve dans la presse, que j'arrive à dire des choses raisonnables, en fait. Prenons une autre de vos chiffres que vous déconstruisez, c'est-à-dire le terme de BIP, donc le Bruttoinlandsprodukt, donc le Gross Product. Ouais. Et en fait, vous dites que c'est complètement surmesuré. Hein. Vous voulez nous expliquer, parce que je trouvais ça aussi un détail très intéressant, c'est-à-dire on a l'idée de calculer le BIP pour tous les pays, alors que le BIP américain est 3 fois supérieur, enfin pas 3 fois, mais supérieur à ceux des pays européens. En fait, vous dites, mais si on regarde de près, qu'est-ce qu'ils produisent vraiment, qu'est-ce qui est les services, hein, et donc vous extraire les services, vous revenez à d'autres chiffres, et en fait, vous... Mais, alors d'abord, en fait, la vérité, c'est que quand on va aux États-Unis, européens, on n'a pas du tout l'impression d'être dans un pays super riche, en fait. C'est-à-dire, on voit très bien... Et il y a quelque chose. Hein. En fait, en gros, on a plutôt le sentiment que ça va moins bien là-bas qu'ici. Et alors, si on regarde tout de suite les données démographiques, on voit que les Européens vivent plus longtemps, que la mortalité infantile est plus basse. On voit bien qu'on a un niveau de vie, en pratique, en termes de qualité, en tout cas, très supérieur. Mais je trouvais que ça serait intéressant de faire une analyse critique du produit intérieur brut américain. Et je suis parti d'une chose très simple, qui est les dépenses de santé. Les Américains ont des dépenses de santé absolument énormes par rapport à tout le monde. Et donc, alors, du produit intérieur brut, j'ai quand même sanctuarisé la production industrielle, truc sérieux. J'ai dit, bon, ça doit être vrai. En fait, c'est déjà généreux de dire ça. J'ai regardé les dépenses de santé, c'est 18% du PIB. Nous, on est 2 fois moins, enfin, quelque chose comme ça, en Europe. Là, et puis, bon, j'ai donné un coefficient de diminution de ce PIB, que j'ai appliqué d'ailleurs à tout le secteur des services. Et j'obtiens en fait un PIB par tête américain qui est légèrement inférieur au nôtre. Ce qui paraît déjà généreux, mais quand même, dit comme ça paraît brutal. Et d'ailleurs, dans le livre, j'ai la malice de réclamer un prix Nobel pour ça. Un prix Nobel d'économie. Oui, je me suis dit, non, mais quand même, c'est quand même une percée conceptuelle, mais c'est une percée conceptuelle qui permet de comprendre, parce que quand la guerre a commencé, le produit intérieur brut russe plus celui de la Biélorussie représente 3,3% de celui de l'Occident. C'est-à-dire l'Europe, l'Amérique du Nord. Et dans l'Occident, je mets le Japon et la Corée. 3,3%. Mais on entre dans la guerre et ce 3,3% produit plus d'armement que toute la machine occidentale. Parce qu'ils ont plus d'ingénieurs. Parce qu'ils ont d'ingénieurs, parce que c'est juste, parce que c'est vrai, en fait. Oui. C'est vrai. C'est très... Mais c'est amusant comme l'économie, j'ose pas dire l'économie politique, enfin la science économique, science entre guillemets,
est devenu un voile contre la réalité. Voilà, une voile contre la réalité, j'allais le dire, parce que c'est là maintenant pour le spectateur ce qu'il faut réussir avant de se perdre dans trop de ficre, mais vous avez compris, enfin vous les spectateurs, c'est qu'on est, messieurs Todt offre toute une, comment dire, des strata des données et tout, pour expliquer en fait non seulement l'évaporisation de la société américaine, mais aussi occidentale, mais aussi, comment dire, une incapacité de se baser sur des, comment dire, sur des données réelles de ce qu'ils peuvent fournir. Hein. Mais là, il y a une chose importante à dire, puisqu'en fait, on est en train de parler de l'édition allemande de mon livre. Oui. Et de ce point de vue-là, l'Allemagne, c'est pas les États-Unis. L'Allemagne, c'est un pays qui produit des ingénieurs. Oui, ça vous avez dit, hein, que l'Allemagne est beaucoup plus et comme le Japon, comme la Russie. Et en fait, l'économie allemande est réelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Allemagne dégage cet excédent commercial. Par contre, ce que vous développez dans le livre, et je voulais quand même revenir aux États-Unis momentanément, vous développez pour l'Allemagne que c'est un pays qui a encore cette production industrielle, mais sans avoir un regard d'elle-même, hein, qu'elle est en fait perdue d'une vision d'elle-même, une vision nationale et une espèce d'unité ou mais laissons de côté l'Allemagne parce que je veux encore que vous l'expliquez, et je pense que c'est ça quand même la charnière centrale. Si on amène vos données pour déconstruire la perception des États-Unis d'eux-mêmes, c'est-à-dire niveau d'ingénieur, Bratton et tout cela, comment, et ça c'est un chapitre très intéressant, malgré cette non-observation d'eux-mêmes, les Américains en fait réussissent à gouverner le monde, ou de gouverner l'Occident, et là vous avez un chapitre très intéressant comme ce que vous appelez une oligarchie libérale, les 10%, le 1%, est en train de contrôler en fait les fortunes, surtout les fortunes occidentaux, et que ça en fait est le clou stratégique. Donc en fait votre thèse, c'est que le clou stratégique des États-Unis, ça n'est plus les armements, parce qu'on a vu que les patrons ça ne fonctionne pas, mais qu'il y a en fait un instrument stratégique qui est le contrôle des flux financiers, surtout sur les très riches, enfin les très riches fortunes en Occident, et qu'avec cela ils ont un instrument politique, en fait, de chantage. Oui, mais c'est un contrôle des alliés, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le contrôle américain, il est de moins en moins sur l'ensemble du monde, mais il est de plus en plus... sur l'Europe. Sur l'Europe. Et pour le Japon, je ne sais pas, parce que le Japon a des moyens de se protéger quand même contre tout ça. Mais donc, il y a une sorte de paradoxe qui est assez curieux, c'est que quand on regarde dans le monde, on regarde en Inde, on regarde en Chine, on regarde au Brésil, même ou ailleurs, les gens voient le reflux de la puissance américaine. Mais en Europe, au contraire, c'est comme si le poids du contrôle américain était de plus en plus lourd. Alors, il y a cet élément technique. Vous mettez l'Internet responsable. Vous mettez l'Internet responsable. Enfin, l'Internet, je pense, a piégé les riches européens. Au début, Internet, c'était magique. C'est la liberté, Et puis, avant, les gens se contentaient de cacher un peu d'argent en Suisse. En gros, c'était le rêve du riche français. Je ne sais pas pour les riches allemands. Personnellement, je ne suis pas riche et pas très motivé pour savoir où cacher mon argent. Je n'en ai pas. Mais c'était de mettre un peu d'argent en Suisse, tranquille, on ne sait jamais. Voilà. Mais c'était modeste. Et puis, alors d'abord, les Américains ont quand même maté la Suisse, les banques suisses. C'est important pour eux de supprimer le refuge suisse. Mais au début, les gens, on vire de l'argent sur Internet, puis l'argent n'est plus simplement caché, il fait de l'argent. Et au début, c'est la liberté. Mais je pense que beaucoup de riches Européens ont fait ça, mais au début, ils ne se rendaient pas compte qu'ils se mettaient sous l'œil de l'Amérique, en fait. Sous l'œil de l'Amérique. Alors, une chose m'a convaincu de la justesse de cette thèse. Vraiment, j'ai fait déjà une émission... sur une chaîne de télévision parallèle en France, il y a ce livre, et en principe, une théorie comme ça, qui suggère qu'il y a un contrôle, etc., aurait dû me faire accuser de complotisme. Vous voyez ? On aurait dit, non, mais vous allez voir, ça n'a pas été le cas. Personne n'en a parlé. C'est un silence total
sur cette thèse, etc. Ça, c'est la preuve que c'est vrai. Votre thèse est vraie, d'accord, je comprends intuitivement. Donc, après, vous poussez ça, en fait, sur les facteurs, disons, stratégiques. Vous avez, par exemple, par rapport à l'Allemagne, un petit excurs sur le pipeline Nord Stream, sur l'impact, justement, des ambitions géostratégiques américaines de détruire, en fait, l'infrastructure en Allemagne, et une Allemagne qui se tait. Et donc, en fait, vous expliquez ça aussi avec les réseaux de contrôle sur l'argent, les fortunes, et qu'en fait, l'Allemagne, pays souverain... Je ne sais pas. En fait, pour l'Allemagne, détaillé, je ne saurais pas dire. Je suis un historien modeste, je n'ai pas une connaissance directe. Enfin, on a bien vu que le site de la NSA américaine installé à Copenhague surveillant Angela Merkel. Ça c'est apparu publiquement. Donc j'imagine que toute l'Allemagne est surveillée de façon très étroite. Et puis comme l'Allemagne est depuis le début de la République fédérale, je dirais, je ne sais pas si je dois dire protégée ou contrôlée par l'OTAN, il est vraisemblable que le système américain en Allemagne est très fort. Mais je n'ai pas de données personnelles. Mais cela dit, d'un autre côté, le capitalisme allemand, qui était pour une bonne part un capitalisme familial ou autre, a beaucoup mieux résisté que le capitalisme français. L'Allemagne, si je devais faire un modèle de l'Allemagne, je dirais que c'est à la fois l'un des pays les plus et les moins contrôlés. C'est-à-dire c'est l'un des plus contrôlés politiquement et l'un des moins contrôlés économiquement. Donc il y a une tension en Allemagne, parce qu'il y a vraiment une volonté de survie de l'industrie allemande que j'admire et que j'approuve. J'aimerais que la France ait réussi à protéger son industrie comme l'a fait l'Allemagne. Mais par contre, au niveau politique, on sent une fragilité, en fait. Donc il y a une sorte de tension... Et l'avenir proche va nous dire d'ailleurs, puisqu'on est à la veille de choix dramatiques. Oui, voilà, on va revenir à la guerre ukrainienne en terminaison notre entretien, mais avant, je voudrais encore vous développer, parce que c'est exactement ça, à mon avis. En fait, il y a l'effet que vous mettez très fort dans votre livre, que l'Occident, l'OTAN, enfin tout ce qu'on a fêté pendant des décennies ici en Europe comme promotion, comme alliance atlantique, comme quelque chose de bien, de sécurité, de sécurisante, tourne maintenant au vinaigre, pour le dire d'une manière simplement. C'est-à-dire que on va de sécurité en contrôle. Contrôle n'est pas bien, donc du coup il y a des instruments politiques qui dirigent un peu les pays européens, que ce soit l'Italie, l'Allemagne et la France. Donc en fait les États-Unis, c'est ça une des hypothèses principales, passent d'un partenaire des temps jadis, quand c'était encore WASP America, White Anglo-Saxon Protestant, où on pouvait assumer que l'alliance, l'aide après la Deuxième Guerre mondiale, que c'était bien pour le continent européen, que les Américains avaient un intérêt de construire ce continent, et que ça s'est passé plutôt en contrôle et en dépendance. Donc ça, c'est le premier point pour le déclin de l'Ouest, mais en plus vous rajoutez qu'intérieurement à la société américaine, il y a, ce que vous avez déjà mentionné dans l'entretien, en fait l'argent avec l'argent, donc il n'y a plus de connexe morale avec la religion zéro, il n'y a plus de morale, c'est-à-dire qu'il y a une clique américaine que vous décrivez comme oligarchie libérale, que vous concentrez à Washington, où vous démontrez très très bien à quel point c'est des petits réseaux intimes qui dirigent non seulement tout le pays, mais en fait ont un système de direction globale, mais qui n'a plus déjà qui s'occupe pas des intérêts de 90% de la population américaine, mais qui non plus s'occupe de rien d'autre. C'est-à-dire que Washington est parti, vous l'appelez village, donc c'est pas la capitale. Je suis anthropologue, donc pour moi c'est un village. Oui, voilà. Donc peut-être vous pouvez développer, parce que c'est ça qui est clé. Si on devait dénominer les deux points que vous mettez fort dans ce livre, c'est déjà cette espèce de système de contrôle où en fait le partenaire américain est passé d'un, disons, benign hegemon dans quelqu'un de plutôt méchant. C'est ça votre point très fort. Et l'Europe en souffre, et c'est pour ça que l'Europe va, avec la guerre de l'Ukraine dont on va parler, dans une stratégie suicidale. Mais le deuxième parallèle, et c'est le deuxième, filière très fort dans votre livre, et cette décomposition elle-même de la société américaine qui, une fois arrivée à la religion zéro, plus de protestation
protestantisme, plus de morale, fait de l'argent. En fait, ça fait vivre une clique de quoi, les upper 10%, et puis en dessous, il n'y a plus rien qui se passe. Oui, ben, en fait, la clé pour comprendre le groupe dirigeant américain m'a été donnée par le classique de C. Wright Mills, grand sociologue américain, qui date du milieu des années 50, 1950, L'élite du pouvoir, qui est une... En fait, à l'époque, c'était une critique de l'establishment politique américain. Et donc, C. Wright Mills montre c'est une époque où l'Amérique était déjà très diverse, en fait, culturellement. Il y avait des catholiques, il y avait des juifs, etc. Mais il montre à quel point l'élite dirigeante était un petit groupe très restreint, sorti même pas de l'ensemble du protestantisme, mais d'une partie du protestantisme, passé par les mêmes écoles. Et c'était un groupe qui avait une cohérence, mais c'est un groupe qui avait une cohérence. Alors, évidemment, quand on le lisait à l'époque... Et un idéal national et une espèce d'idée... Oui, ben voilà, mais c'est ça. Donc, voilà. Quand on lisait C. Wright Mills à l'époque, ça paraissait, et c'était critique, en fait, de voir ce petit groupe, mais c'était un petit groupe... Dévouement à l'État, les riches qui payaient l'impôt... Ah oui, mais ce groupe avait des défauts, mais il avait une éthique. Et pour moi, le truc central, c'est ce groupe qui a accepté la taxation énorme de l'époque de Roosevelt. C'est ce groupe qui a mené l'Amérique dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce groupe qui considérait que ses enfants devaient payer l'impôt du sang. En fait, donc ils étaient dans le contraire de l'irresponsabilité. Et en voyant ça, on se dit, mais oui, mais c'est bien sûr, c'est ça qui n'existe plus. Maintenant, ce qu'il y a à Washington, c'est plus ce groupe qui avait ses défauts, mais qui avait sa cohérence et sa morale. C'est un ensemble d'individus venus de toutes les directions, dont la seule préoccupation est de faire de la politique étrangère. Et donc, plus l'Amérique est active et agressive et excitée, plus il y a de boulot dans la politique étrangère comme système, et surtout qui n'ont plus de valeur et dont les comportements se déterminent les uns par rapport aux autres. Donc, ils sortent comme un banc de poissons mimétique, en fait. C'est ça le phénomène néoconservateur, c'est ça. Et là, je me suis dit, voilà, c'est ça. Il n'y a plus de cohérence. Mais ça, c'est le moment où, en principe, on doit avoir peur dans le livre. C'est ça qui fait peur. Vous avez raison, c'est ce chapitre que tous les Européens devraient méditer. Parce que je pense que l'un de nos problèmes, en tout cas, ça a été mon problème. Moi, je viens d'une famille qui était pro-américaine. Ma mère était réfugiée aux États-Unis pendant la guerre. Hein. Et de l'autre côté de la famille, mon grand-père paternel est mort citoyen américain. Donc pour moi, l'Amérique était un pôle de sécurité. C'était un pays à la poursuite du bonheur, qui progressait avec l'émancipation des Noirs. Et ce qui est très difficile pour nous, c'est d'accepter l'idée que ce pays est passé, particulièrement dans son groupe dirigeant, du bien au mal. C'est vraiment, pour nous, Européens, c'est quand même très perturbant. Exactement. Voilà. C'est vraiment, c'est pour ça que j'ai introduit le mot nihilisme, pour comprendre, pour accepter. Et j'ai rappelé que le mot nihilisme, je l'avais trouvé dans l'analyse du nazisme, en fait. Parce que ça c'est un truc que les Allemands pourraient méditer. Parce que pour cette histoire de pays qui passe du plus haut au plus bas. Mais à la veille de la guerre de 14, l'Allemagne était le pays le plus avancé d'Europe. C'était le modèle pour toute l'Europe. Les universités allemandes faisaient l'envie des Français, des Anglais, etc. Exactement. Et le choc, et la raison pour laquelle les gens n'ont pas suggéré ce qui s'est passé après avec le nazisme, c'est que c'était incompréhensible pour les gens de voir l'Allemagne, pays modèle, basculer dans ce genre pays qu'il faut contrôler. Et en fait, je me demande, ou plutôt je suis presque sûr, je ne dis pas que le phénomène néoconservateur est au stade actuel aussi grave que le nazisme, mais il est peut-être en train d'arriver aux États-Unis, ce qui est arrivé à l'Allemagne. Alors évidemment, si la guerre d'Ukraine se termine par un échange thermonucléaire, là on pourra dire c'était aussi grave que le nazisme. D'accord, on va terminer sur votre premier chapitre, on va faire la terminaison de cet entretien qui est effectivement la guerre de l'Ukraine, vous m'avez donné le mot d'ordre, mais je regarde, je le tiens encore vers la caméra, le déclin de l'Ouest, je pense effectivement
vous, Monsieur Todd, pour les spectateurs, le livre offre une grille de lecture nourrie par des données, des strata sociologiques, d'une décomposition de la société américaine qui fait que le hégémon, le benign hégémon, le pays qu'on a en fait aimé après la guerre, qui nous a nourris, qui a fait grandir l'Europe, qui était important pour notre sécurité, que par son structure propre, les États-Unis ont changé à un tel moment ou à un tel point qu'ils sont basculés dans un autre camp et qu'aujourd'hui, l'Ouest, enfin le côté européen de l'Ouest, le côté européen de l'Occident devrait se demander, est-ce que nous sommes encore en bonne relation avec les États-Unis? Est-ce que c'est néfaste pour nous? Est-ce que c'est propice pour nous? Quelles sont aussi les conclusions stratégiques que nous, on devrait en conclure? Parce que, en fait, la thèse que vous avancez, que l'Europe qui reste accrochée, en fait, aux États-Unis, est en train d'être suicidale, d'être en train de se de toute façon, la question qui va être posée maintenant, concrètement, c'est pas une question de morale, c'est objectif. Les Russes sont en train de gagner la guerre d'Ukraine. Voilà. Donc la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait devant cette victoire russe? Donc il y a une possibilité, on l'accepte et on se rend compte qu'il n'y a pas de menace russe, puisque la Russie n'a pas assez d'habitants et que tout le discours sur une menace russe fait partie du système d'intoxication occidentale. Et que, justement, l'Europe, en tant que force de paix, comme on dit aujourd'hui, a une tradition. Déjà, les deux dernières... Mais avant, je voudrais d'abord noter le risque, quand même. C'est que, soit on accepte la défaite de l'Occident, qui est d'ailleurs plutôt la défaite de l'OTAN que la défaite de l'Occident, honnêtement, à ce stade, soit on se laisse entraîner par les Ukrainiens, par les Américains, dans plus de guerres. C'est toute la question du débat sur les missiles de longue portée. Alors, on nous dit, intervalle régulier, mais non, c'est fini, les Américains ne veulent pas. Il faut se méfier. C'est-à-dire, à la veille de la guerre de 14, tout le monde pensait que la question de la guerre était réglée, il n'y aurait pas de guerre. C'est quand les gens relâchent leur attention que les choses les plus affreuses se passent. Ah non, en Allemagne, le débat est très acute. Le débat est très... Est-ce que sur le stationnement des missiles américains, c'est un grand débat. Ramstein, qui est la base militaire importante, donc l'Allemagne est épicentre de cette guerre. Tous les chemins de livraison sont à travers l'Allemagne. Et là, Boris Pistorius, notre ministre des Défenses, a annoncé qu'il veut avoir encore une espèce de relais dans le nord, à Rostock. Donc on est en pleine dans ce débat. Pour moi, c'est très clair que quand on parle de l'Europe, pour moi, c'est une abstraction. Dans mon livre, je ne parle pas de la France. On m'a reproché ça dans une émission. On dit, mais Monsieur Todd, vous ne parlez pas de la France? Je dis, mais parce que la France ne présente aucune importance géopolitique, donc je ne parle pas de la France. L'Allemagne, c'est le centre. D'ailleurs, de mon point de vue, l'un des objectifs américains, comme c'est de séparer l'Allemagne de la Russie, l'Allemagne, en fait, est une cible des Américains. Ça paraît cruel de dire ça ici, mais je veux dire, quand je vois tous ces politiciens allemands qui veulent aider l'Amérique, etc., en fait, c'est comme s'ils aidaient leurs ennemis. C'est parce que moi, je lis les Américains, en fait. Oui, voilà, on vous comprend, mais c'est d'autant... mais c'est d'autant plus important que le livre est maintenant publié en allemand. Oui. Mais quand même, en ce qui concerne l'Europe et la structure de l'Europe, l'une des caractéristiques de l'Europe, c'est que ça a été d'abord l'Europe des 6, un noyau européen occidental, dont les 3 pays principaux étaient l'Allemagne, l'Italie et la France. Et puis les Pays-Bas, le Benelux, le Luxembourg. Voilà, mais c'était 3 grands pays, l'Europe occidentale. Et ce qui a été caractéristique dans cette période de guerre, c'est que ces 3 pays ont été complètement marginalisés en tant que système de pouvoir. L'Allemagne a été agressée avec l'explosion de Nord Stream. Les Français ne comptent pas, les Italiens, de toute façon, ne font pas beaucoup de politique internationale. Et le groupe dirigeant en Europe, maintenant, c'est devenu... Alors, il y a la Pologne et les pays baltiques. C'est l'Axe, Londres, les Scandinaves qui sont devenus d'un bellicisme absolument incroyable. Et puis les pays baltiques, qui, en vérité, les pays baltes, qui n'ont aucune tradition démocratique. Et donc, pour moi... En fait, dans le contexte actuel, l'urgence, je ne suis pas du tout prescriptif. Le livre n'est pas du tout comme ça. Le livre est une description, je crois, objective de la réalité, très systématique, voilà. Mais maintenant, en tant que citoyen,
Je veux dire, je pense que la reprise de contacts spécifiques, séparés entre Berlin, Rome et Paris serait une priorité. Exactement, j'allais y revenir parce que dans l'axe qui fait maintenant la guerre ou qui se laisse entraîner dans la guerre, la Pologne et les pays baltiques, le franco-allemand est complètement inexistant et tout. Mais revenons, parce que vous avez dit que l'Allemagne est l'épicentre aussi de la décision stratégique. Qu'est-ce que l'Europe veut faire maintenant? Est-ce qu'on veut la paix? Et la paix voudrait accepter que la Russie, comme vous dites, a gagné la guerre. Donc ça voudrait dire quoi? Qu'est-ce qu'on va communiquer aux États-Unis? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a la capacité, comme dirait de Macron, l'autonomie européenne, souveraineté européenne? Est-ce que l'Europe aura l'instrumentaire, en fait, de négocier la paix avec la Russie en disant que pour nous, la paix avec la Russie est primordiale, mais je reviens pour, si nous, on veut débattre ce livre maintenant en Allemagne, expliquez-nous, en fait, le premier chapitre, parce qu'en fait, vous faites là aussi un regard sur l'Ukraine très, très, très réaliste qui, en fait, déconstruit tout ce qui nous est raconté dans les stations de télé, c'est-à-dire que maintenant on se bat pour l'unité de l'Ukraine, que l'Ukraine est un pays libéral, démocratie parlementaire, ainsi de suite. Donc en fait, vous commencez avec un regard aussi nourri par beaucoup de statistiques sur les villes, les souches, les strata, pour nous expliquer que l'Ukraine n'était jamais unie, que l'Ouest et l'Est c'est tout à fait différent, que l'Ouest est nationalisante, qu'il y a 2 ou 3 Ukraines qu'on peut différencier. Et en fait, que cette idée que l'Ouest a, que nous, on défend l'unité d'une Ukraine libérale parlementaire, que cette idée est aussi hallucinante comme l'idée des États-Unis. En fait, on défend les frontières de l'Ukraine soviétique. On défend un reste de l'époque soviétique qui avait été fabriqué par le communisme russe. C'est-à-dire un mélange de la petite Russie, qui est la vraie Ukraine, dont les structures familiales d'ailleurs sont plus individualistes et plus occidentales que celle de la Russie proprement dite, qui comprenait le Donbass, qui est simplement russe, c'est rempli de Russes. La Crimée. La Crimée qui est russe. Et puis, ce que les Russes appelaient la Nouvelle Russie, qui avait été conquise par Catherine II au XVIIIe siècle, dont les structures familiales sont un peu différentes. Et puis alors, tout à l'ouest, autour de Lviv, qui fut Lvov et qui avant était Lemberg, une partie de l'Ukraine qui était plutôt dans l'espace germanique, en fait, en termes d'influence culturelle. C'est que l'Ouest, enfin les pays européens, ont une idée complètement erronée de ce qu'ils défendent. Je crois qu'ils n'ont aucune idée. Voilà, je crois qu'ils n'ont aucune idée. Voilà. Alors en Allemagne, je ne sais pas, mais en France, les gens n'ont aucune idée de ce que c'est que l'Ukraine. Et surtout, il faut revenir à Maïdan, en fait. Jusqu'à Maïdan, les Ukrainiens vont parler de révolution de Maïdan, les Russes de coup d'État de Maïdan. Il y avait clairement 2 Ukraines. Une Ukraine ukrainienne, une Ukraine proche de la Russie. Et la révolution de Maïdan, c'est pas la peine de se battre sur des concepts, ça considérait à mettre au pas la partie russophile de l'Ukraine et à en fait, la priver de représentation. Je veux dire, tous les partis politiques qui représentent cette Ukraine sont interdits. L'idée que l'Ukraine est une démocratie libérale est complètement folle. C'est un système autoritaire. Et alors, même pour la partie ukrainienne centrale, je ne sais pas si on peut parler de démocratie, parce que dans une démocratie, il y a des principes, il y a un État qui lève l'impôt avec le consentement de la population. Mais là, comme le régime est financé de l'extérieur par les États-Unis, comment décrire, en termes de philosophie politique, un régime politique qui est financé par un pays étranger quasiment complètement maintenant? En plus, vous avez mentionné un facteur qui m'a beaucoup intéressé, c'est-à-dire que le clivage entre l'Ukraine ukrainienne et l'Ukraine russe, que la décomposition justement de l'Ukraine russe, qui maintenant a été annexée, que l'Ukraine veut regagner, que vous faites une analyse encore sociologique, qu'en fait les élites bien éduquées de l'Ukraine en Russie ont fui vers la Russie et que c'est justement là, ça a décomposé la partie est de l'Ukraine parce que en fait les souches moyennes ont complètement se sont évaporisées et donc du coup la protestation politique d'une Ukraine russe n'a pu avoir lieu dans les élections de 2014 et que ça aurait été un facteur très important pour moi. Ça, en tant que chercheur, c'est l'une des découvertes ou hypothèses dont
dont je suis le plus content dans le livre. Et c'est très, très, très parlant. Pour moi, c'est vraiment, quand j'ai trouvé cette carte qui montrait que la chute de population accélérée des villes dans la partie russophone de l'Ukraine, je me suis dit, mais voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la Russie retombait sur ses pieds, redémarrait. L'Ukraine était un failed state et se décomposait. Et bien entendu, les gens des classes moyennes russophones sont partis vers la Russie, parce que l'avenir était là-bas. Et du coup, les populations simples, genre ordinaires, de la partie russophone, sont restées sans leurs élites. Et c'est comme ça que Kiev a pu les mater, en fait. Exactement. Donc, je tiens ça dans la caméra, juste pour inciter encore les spectateurs de cet entretien, qu'il y a des cartes comme ça qui décrivent justement le chute de la population, la fuite, en fait, des Ukrainiens russes vers la Russie, donc la décomposition de la société et aussi de l'impact politique des Ukrainiens russes dans la composition. Oui, c'est une sorte de décomposition différentielle, en fait. Et que ça, c'était justement, comment dire, la préparation de cette guerre, parce que sans cela, ça n'aurait pas pu se passer comme ça s'est passé. Et donc, juste pour initier les lecteurs potentiels de ce livre, mais il y a plein de cartes comme ça. Il y a aussi une autre carte que je trouvais très, très, très intéressante, où vous décrivez par qui l'Ukraine est régie. Par les oligarches d'un côté, par le complexe militaire et excellente lecture. C'est le parti dont je suis très fier. Politicien. Non, mais moi, je suis un chercheur, donc évidemment, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est super. Donc, en fait, la carte ici explique que, en fait, c'est le système politico à l'ouest de l'Ukraine qui aujourd'hui a le flirt avec l'ouest, alors que Kiev est une partie, disons, anarchique, vous l'appelez dans le livre, et qui est régie par un complexe militaro-policier, alors que l'est de l'Ukraine est dirigé par les oligarches. C'était, et puis eux sont sortis du jeu. Mais ces cartes donnent, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, au moins en Allemagne, et puis on va peut-être arrêter là l'entretien, l'Allemagne, dans la presse telle qu'elle est partie, on nous raconte que, on défend la grande démocratie l'Ukraine unie, et donc c'est pas vrai selon vos cartes. On nous raconte aussi que Poutine est à peu près Hitler, et c'est grosso modo la même chose. Et donc là, il y a tout aussi une élaboration dans votre livre que Poutine, il est ce qu'il est, mais il est rationnel, et on aurait pu comprendre le rationalisme de Poutine en lisant ses textes et tout. Donc en fait, ce livre-là aussi, vous arrivez sur la guerre de l'Ukraine, de nous changer, de nous donner une grille de lecture, que en gros, tout ce qui est raconté dans la presse est à peu près autrement, et qu'on peut avoir un autre accès vers cette guerre si on regarde les cartes pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la société ukrainienne avant que cette guerre a pu se développer. Et ça, ensemble, avec justement toutes vos explications sur la décomposition des sociétés de l'Ouest, ensemble, ça donne votre thèse finale, d'une certaine manière, que l'Europe est prise dans une telle nihilisme, poussée dans une impulsion suicidaire, parce qu'on ne sait plus quoi faire, on est en complète anéantisme de la réalité, on ne se comprend plus nous-mêmes, nos buts, nos intérêts, et donc au lieu de comprendre et d'être rationnel, on se jette dans une guerre, et Poutine est le responsable. Voilà, mais je crois que ce qui est important aussi pour nous, Européens de l'Ouest, c'est de ne pas considérer, on a fait beaucoup d'erreurs, mais c'est d'être capable de voir que ça n'est pas la peine d'attribuer les erreurs à certains individus. Ce sont des dynamiques historiques et sociales très lourdes, et c'était normal. Je ne cherche pas des responsables, en fait. Même je ne dirais pas chercher des responsables parmi les plus bellicistes des Occidentaux. Je considère que dans l'ambiance de religion zéro, d'égarement, d'intervention américaine, de choc de l'invasion russe de l'Ukraine, les erreurs des Européens étaient normales. Oui, je crois que... Et simplement, par contre, maintenant, le moment est venu de comprendre. Donc, je dirais, je donne l'absolution à tous les Européens de l'Ouest jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant... Il faut agir. Non, c'est beaucoup plus facile que ça. Il ne faut pas agir, il faut ne pas agir. C'est-à-dire que la vraie résistance, il suffit de dire non à l'extension de la guerre, et c'est terminé.
et de comprendre d'abord. Oui. Monsieur Todd, on va s'arrêter ici. J'espère que mon français faisait le niveau des débats. C'était super, c'était super. J'espère qu'on a intéressé beaucoup de lecteurs, de spectateurs pour ce livre en allemand. En tant que citoyenne allemande, je vous remercie pour ce livre parce que moi, je vais l'acheter 10 fois et le distribuer partout parce que je trouve que vous nous signalez un débat absolument important que nous, dans ce pays, l'Allemagne, qui est l'épicentre de cette guerre, qu'on doit mener. J'espère que vous nous avez donné une bonne impulsion de mener cette discussion ici. Et je pense qu'en vous, peut-être moins agir, mais comprendre d'abord, se mettre sur la réalité, vous offrir un regard sur la réalité, et puis après, œuvrer pour la paix. Monsieur Todd, je vous remercie énormément. Mais je voudrais dire un mot quand même, c'est que pour moi, je suis vraiment très heureux de la publication en allemand. Et autant, bon, je suis très content du succès du livre en France, parce que je suis français. Mais la France n'est pas importante dans le jeu. Si, elle devient importante parce qu'elle est la première à s'effondrer. Les sanctions ont fait plus de mal à l'Europe qu'à la Russie. Mais la France, particulièrement, qui est fragile économiquement, devient importante parce qu'elle est le premier système politique en train de craquer à l'Ouest. Mais le pays important pour moi, c'est l'Allemagne. Et c'est pour moi donc un bonheur particulier de ce que mon livre soit traduit en allemand et à mon petit niveau d'espérer participer au débat allemand. Voilà. C'est une fierté pour moi. Je vous assure que l'équipe de West End va tout faire. On parle à l'occasion de la foire de Francfort, donc on va y être demain, et donc on va tout faire pour que ce livre soit lu partout et que ça donne, comment dire, le signal pour faire une pause, pour réfléchir, pour comprendre et changer peut-être de route. Merci encore une fois, Monsieur Todd. Merci à vous.